L'introduction du mot gouvernance, donc, se situe à un moment très précis d'histoire, dans un contexte idéologique qu'on appelle habituellement la montée du néolibéralisme, mais dont il faut voir que ça correspondait à une crise quand même réelle, une crise des financements publics, une crise d'efficacité de l'État. Mais ces crises ont été emportées en même temps par le grand mouvement qui a abouti à la chute du mur de Berlin. Donc il ne faut pas sous-estimer les facteurs objectifs qui ont conduit à cela. À ceci s'est ajouté le problème interne à la gestion publique. Je m'explique. Au cours du XXe siècle, on a assisté à des investissements intellectuels considérables dans la gestion des entreprises. Pensez à tous les MBA, les Master of Business Administration dans le monde entier. Pensez aux énormes cabinets de consultants. Pensez aux milliards qui sont dépensés par les entreprises pour s'assurer les services de ces consultants, qui font circuler l'expérience d'une entreprise à l'autre, qui créent des modes aussi, pour aider l'entreprise dans un contexte concurrentiel, avec des entités humaines de plus en plus larges, dans un contexte où il ne s'agit plus seulement de gérer des usines et du travail à la chaîne, mais à mobiliser les intelligences à l'échelle internationale, ça représente des milliards. Et ça a donné naissance à d'innombrables ouvrages de management. Tournons-nous maintenant, pendant la même période, à ce qui s'est passé dans le champ du management public. Vide sidéral. Formation qui reste liée à l'administration publique. Alors, est-ce que ça peut s'expliquer par le fait que c'est beaucoup plus compliqué de gérer une grande entreprise que de gérer une grande ville? Ma réponse personnelle est évidemment non, c'est le contraire. On ne peut pas dire que c'est beaucoup plus complexe de conquérir des parts de marché dans l'automobile ou dans la chaussette que de gérer les compromis complexes entre les groupes sociaux, entre les intérêts, entre les quartiers, entre les zones, que représente la gestion d'une grande ville. Y a-t-il quelque chose de plus complexe que de trouver l'équilibre entre efficacité économique, cohésion sociale, respect de l'environnement dans des villes millionnaires? La réponse est non. C'est probablement un des objets contemporains les plus complexes. Alors comment expliquer qu'on ait fait tant de milliards d'investissements intellectuels dans quelque chose de relativement simple et rien dans quelque chose d'éminemment complexe? Dans le cas de la France, la réponse est très largement idéologique, et il faut bien le comprendre. Depuis la Révolution française, l'idée était qu'il ne devait pas y avoir d'écran entre le peuple et ses représentants politiques. C'est une forme d'exaltation du politique. Et donc l'administration, je m'exprimerai exprès de manière caricaturale, n'a pas vocation à penser, n'a en tout cas pas vocation à donner du sens à l'action. L'administration doit être aussi transparente que possible par rapport aux instructions du politique. Et de ce fait, on s'est beaucoup plus intéressé aux normes, à la mise en œuvre de règles, qu'à la conduite du sens de l'action, ou qu'à la gestion de la complexité. Et donc, osons le dire, il y a eu un retard culturel et intellectuel considérable qui a été pris par rapport à la complexité des nouveaux objets de l'action publique. Et de ce fait, au moment où on a pris conscience
que c'était des questions complexes de nature et d'ampleur nouvelle, on s'est tourné d'une certaine manière vers les lieux qui avaient investi. Et moi, en tant que haut fonctionnaire à l'époque du ministère de l'Équipement, je me souviens très bien du moment où on nous a fait subir, il n'y a pas d'autre mot, des stages de management. C'était ça la modernisation de l'État, c'était copier le management privé. Parce que c'était devenu les seules références intellectuelles. Et de fil en aiguille, l'enseignement du management à Harvard est devenu la référence suprême, y compris dans l'action publique. Et donc, au moment où l'État était en crise, au moment où les appareils publics étaient en crise, au moment où on disait « mais l'entreprise gère mieux que le public, il faut s'en remettre à la gestion privée », au même moment, on disait « et pour moderniser l'administration, la seule solution est de copier aussi sur le management privé ». Donc, en quelque sorte, cette idée pénétrait par deux portes à la fois, qu'il ne faudrait pas seulement réduire à l'idée, il y a eu un lobby néolibéral. Il y a eu une immense brèche qui était créée par, effectivement, la difficulté concrète à réformer l'action publique et l'absence de référence intellectuelle en dehors de l'entreprise pour le faire. Et c'est dans ce contexte que la Banque mondiale, puisqu'elle a joué un rôle central dans la diffusion de ces idées, s'empare de l'idée de bonne gouvernance, dont on voit les deux composantes que j'ai évoquées. Chaque fois que possible, remplaçons la gestion publique du service par la gestion privée du service. Au moins, il y aura une meilleure comptabilité, au moins, il y aura une meilleure transparence, au moins, c'est supposé avoir moins de corruption, au moins. Donc, bref, ce sera mieux. Et elle le fait dans un contexte où, effectivement, la crise de l'action publique, la crise des budgets publics fait que dans beaucoup de pays, la dépendance à l'égard de la Banque mondiale devient considérable. Et donc, on voit sillonner partout, y compris au sein même de l'Union européenne, ce qu'il faut bien appeler des missionnaires de l'entreprise, des missionnaires de la gouvernance nouvelle manière. Quelles ont été les caractéristiques de cette approche ? D'abord, au plan international, ce qu'on a appelé le consensus de Washington, disant « ramenons ces États qui petit à petit se sont mis à investir tous les secteurs de la vie publique à des questions stratégiques majeures. Pour le reste, reposons-nous sur l'entreprise. Réduisons, dégraissons les mammouths. » Et en même temps, vient cette idée de bonne gouvernance. Et d'ailleurs, dans la plupart des propos qui sont tenus dans les années 90, on ne parle jamais de bonne gouvernance, on ne parle jamais de gouvernance, on parle uniquement de bonne gouvernance. Qu'est-ce que ça nous apprend, ce terme ? L'idée qu'il y a des recettes universelles pour la gestion publique. Ce sont les recettes de bonne gouvernance. On définit quelques principes, qui sont d'ailleurs les principes du néolibéralisme, qui est le rôle de l'État est de créer les conditions d'efficacité, de sécurité des investissements privés. On réduit la démocratie à la question de la démocratie représentative et des élections. C'est le moment où la France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, pousse à dire la seule solution, c'est des constitutions démocratiques et c'est le multipartisme. Et le moment de l'organisation des élections devient partout le moment, la cérémonie de la démocratie, sans à aucun moment se demander en quoi ça permet au peuple de s'approprier leur destinée et de réellement être en prise sur le destin collectif. J'ai eu l'occasion d'analyser, il y a une quinzaine d'années, les indicateurs de bonne gouvernance de la Banque mondiale. L'exercice s'est avéré fascinant, parce que la Banque mondiale a une grande qualité, c'est sa transparence.
Et donc, pour chaque indicateur, on nous expliquait qui les avait construits. Et je me suis aperçu que derrière tous ces indicateurs, il y avait les think tanks néoconservateurs américains. Mais ça, tout le monde l'a oublié, ou a oublié de le regarder, alors qu'il suffisait d'aller sur le site web. Et j'ai vu la Banque mondiale véhiculer ce discours littéralement missionnaire partout dans le monde, et les Africains reprendre l'idée des indicateurs de bonne gouvernance, sans aucune notion des raisons pour lesquelles ces indicateurs avaient été construits. Et au-delà de ces intentions idéologiques, gardons en tête cette illusion qui coïncide au même moment avec le discours, vous le savez, sur la fin de l'histoire. Voilà. Le marché et la démocratie représentative avaient gagné pour toujours. Devient une espèce de vulgate, voilà, pour bien gérer un pays, pour bien gérer une ville, il y a quelques recettes et elles sont universelles, indépendantes du contexte, indépendantes de la culture, indépendantes de l'histoire. Et donc, tout l'enjeu qu'il a fallu porter, notamment en France, est de dire, pour les raisons que j'exposerai, ce concept de gouvernance est fondamental, est effectivement le moyen d'introduire une révolution de l'action publique, une révolution par ailleurs devenue totalement indispensable, mais en reprenant le terme, sans rentrer dans cette idéologie totalement vaseuse d'une recette de bonne gouvernance, ou comme on a dit dans le vocabulaire des institutions internationales, les best practices, les meilleures pratiques. Ben, il suffisait de regarder ce qui était fait dans une ville, de copier, et on avait la solution. Et c'est ça qu'il a fallu rompre pour retrouver, pour redonner à la gouvernance son sens fondamental et porteur d'avenir.